Désormais, tous les villages situés sur l'axe Ziguinchor-Kolda seront électrifiés. En effet, l'État du Sénégal vient de mettre en place un projet d'installation d'une ligne électrique de 225 kW. L'État du Sénégal, par le biais de la Sénélec, projette d'amener une ligne haute tension à partir du Sénégal oriental vers la région sud. Et c'est l'objet en fait de cette réunion qui permet en fait d'échanger avec les populations qui vont être impactés par le passage de la ligne pour qu'on puisse voir un peu socialement et volet environnement aussi, comment on pourrait le prendre en charge. Venus assister à cette rencontre, les populations des localités bénéficiaires se réjouissent d'une telle initiative du gouvernement du Sénégal. Comme vous le savez, l'électricité fait partie des commodités du XXIe siècle. Tous ceux qui n'ont pas d'électricité ont un handicap. Un handicap parce que les enfants ont besoin d'étudier. Il y a l'insécurité. Et vous savez, l'informatique, il faut le courant. Les portables, il faut le courant. Et bien d'autres choses. Je crois que si cette nouvelle ligne électrique passe dans notre commune, ce serait une aubaine pour que, au fait, partout où la ligne passe, que ces populations puissent profiter. Pour éviter les risques et dangers électriques, la Sénélec doit sensibiliser les populations. C'est l'avis du maire d'Adéane et non moins au conseiller des collectivités territoriales. Vous savez que la haute tension, elle doit passer dans les champs et dans les rizières. Ce qui veut dire, de histo, les populations vont perdre quand même certains de leurs champs et de leurs vergers. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a lieu de prendre des dispositions, non seulement pour les indemniser, mais faire une sensibilisation par rapport aux dangers qui attendent ces populations. Ce projet, qui a été financé par l'État du Sénégal à hauteur de 200 milliards de nos francs, concerne 153 km linéaires dans l'axe sud. Il s'agit en fait d'impacts relativement mineurs, surtout en phase travaux, donc qui vont être temporaires. C'est un peu de perturbation des activités socio-économiques. On a noté aussi que la ligne va traverser des plantations d'anacardiers, des plantations de manguiers. Donc il s'agit essentiellement de perturbations d'activités agricoles, comme crainte qu'on peut avoir. Et ces perturbations-là, comme on l'a dit, vont se passer durant la phase travaux. Et éventuellement, s'il n'y a jamais en phase utilisation, entretien des lignes, il y a une chute de ligne ou bien une chute de pylône où éventuellement les techniciens de la Sénélec vont passer pour pouvoir entretenir. Et à ce moment-là, ils pourraient éventuellement perturber les activités économiques, agricoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'unités industrielles ou bien de semi-industrielles qui aimeraient s'installer. Mais aujourd'hui, à défaut d'une ligne 225, ces promoteurs de projets ne peuvent pas s'installer. Donc cette ligne qui entre dans le cadre d'une interconnexion va pouvoir au moins permettre aux activités socio-économiques d'être boostées dans la zone, dans la région. C'est une opération, je l'ai dit tout à l'heure, de refonte partielle des listes électorales et d'instruction de la carte d'identité biométrique. Pour l'opération de refonte proprement dite, il s'agira alors de procéder à la confirmation des électeurs qui sont déjà inscrits sur le fichier électoral. Je dois préciser à ce sujet qu'il y a une nouveauté, puisque jusque-là, le Sénégal disposait de deux fichiers. Un fichier général qui concerne les électeurs civils et un fichier spécifique concernant alors les électeurs des corps militaires et paramilitaires. Bien entendu, il y a le fichier des Sénégalais de l'extérieur, mais au niveau local, au niveau national, on a ces deux fichiers. Alors, cette fois-ci, il y aura un seul fichier général. Autrement dit, tous les électeurs des corps militaires et paramilitaires vont être versés dans ce seul et unique fichier, alors qui sera le fichier général. Par conséquent, tous les électeurs relevant des corps militaires et paramilitaires devront se représenter au niveau de la commission et seront traités comme des électeurs qui viennent solliciter une inscription pour la première fois. Donc ils viennent
pour s'inscrire dans le fichier général. Et ça va se dérouler exactement selon les modalités prévues pour les électeurs des corps, pour les électeurs civils. Donc pour l'électeur déjà inscrit, qu'il soit militaire, paramilitaire ou civil, se présente devant la commission muni soit de sa carte d'identité numérisée, soit de sa carte d'électeur et d'une photocopie de la carte qu'il a présentée. Donc lorsque vous présentez votre carte d'identité, vous devez également présenter une copie de cette carte d'identité. Lorsque vous présentez votre carte d'électeur, vous devez également venir avec une photocopie de la carte d'électeur. Et la légalisation n'est pas nécessaire, donc je dois le préciser. Et cette photocopie-là va être jointe au formulaire préparé à cet effet. Donc j'invite par conséquent tous les électeurs qui se sont déjà inscrits à se mobiliser massivement pour venir se présenter au niveau de la commission qui va siéger à la préfecture tous les jours ouvrables du lundi au samedi de 8h à 18h. Alors, en dehors de cette opération de confirmation, il y a également d'autres opérations. C'est notamment les demandes de modification. Un électeur, par exemple, qui votait dans une autre circonscription électorale, qui votait par exemple à Thiès, à Goudiri, à Tambacounda, etc. Alors l'électeur peut changer son adresse, sa circonscription électorale. À partir de ce moment, pour pouvoir voter à Ziguinchor, il faudra produire soit un certificat de résidence, soit tout autre document de nature à prouver son lien de rattachement avec la commune de Ziguinchor. Donc c'est ça qu'on appelle une opération de modification. Alors il y a bien entendu les nouveaux électeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont 18 ans accomplis, alors qui ne se sont jamais inscrits dans le fichier électoral. Ces citoyens également ont la possibilité avec cette opération d'être inscrits sur le fichier électoral. 4 jours après l'attribution du prix Nobel de la paix au président colombien, un nouvel espoir d'une paix complète redevient possible en Colombie. Lundi, c'est l'armée de libération nationale, l'ELN, la seconde guérilla du pays qui a finalement accepté d'entrer en négociation avec le gouvernement colombien. Le 27 octobre prochain, le gouvernement va commencer les négociations publiques avec l'ELN concernant l'agenda qui avait été publié le 30 mars dernier, explique le président colombien. Pour que cela devienne possible, il était essentiel que le processus de libération des otages ait commencé pour qu'il n'y ait plus d'otages de l'ELN en Colombie. La libération d'un otage lundi à la frontière vénézuélienne était une ligne rouge pour Bogota. Il en resterait 3 à libérer. Inspirée par la révolution cubaine, l'armée de libération nationale colombienne est considérée depuis des années comme une organisation terroriste aux États-Unis comme en Europe. Cette milice compterait 1500 combattants. Après l'accord signé avec la guérilla des FARC le 26 septembre dernier, l'horizon semble donc s'éclaircir en Colombie après 50 ans de conflits meurtriers qui ont fait plus de 260 000 morts. À condition que les Colombiens l'acceptent, le 2 octobre, ils ont rejeté par référendum le premier accord de paix avec les FARC. Le président du Zimbabwe lance un ultimatum au Conseil de sécurité des Nations Unies. Robert Mugabe a annoncé samedi que l'Union africaine travaille avec la Russie, la Chine, l'Inde et d'autres pays asiatiques afin de créer une organisation parallèle si l'ONU ne consent pas, dans l'urgence, à donner à l'Afrique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Selon le leader de la ZANU-PF, il n'y a aucune raison pour que l'Union africaine soit mise à l'écart de cette instance où seuls 5 pays possèdent le droit de veto. L'Afrique revendique 2 sièges de membres permanents aux Nations Unies. Mais selon le président Robert Mugabe, ce sont les États-Unis qui empêchent au continent d'y accéder.